Alors, on a vu tout à l'heure avec les phonèmes le lien qu'on pouvait faire avec les sonorités, avec les signes du zodiaque. Mais j'aimerais bien qu'on précise un peu la notion de temporalité avec ces phonèmes. Les lettres, est-ce qu'il y a une idée de passé, présent, futur dans chaque lettre? Est-ce que deux lettres, une voyelle et une occlusive indiquant une temporalité différente d'une occlusive avec une fricative? Est-ce que dans les signes on retrouve cette notion? Est-ce qu'il y a un cycle qu'on peut mettre en évidence? Tout ça. Est-ce que ce cycle il est potentialisé par les organons ou par encore un découpage des éléments chinois avec le bois, le feu, la terre ou une notion de cycle, une notion de temporalité dans les phonèmes, dans les sonorités? Alors là, ça fait beaucoup de choses. Déjà, il y a une chose qu'on peut voir dans cette fameuse matrice de façon globale, c'est qu'il y a plein de manières de la regarder. Hein. Sous forme de signes, sous forme de lettres. Voilà, donc après il y a l'organon qui tente de faire une synthèse entre les deux. Après, bon, il y a effectivement les 5 éléments chinois. Bon, là, on n'a pas de visuel dessus, mais grosso modo, ça découpe les choses encore autrement. Suivant ce qu'on prend dans un signe ou dans un autre, on découpe les choses autrement, et donc on a d'autres schémas qui apparaissent. Et finalement, pour comprendre l'ensemble de la matrice, il faudrait avoir tous les schémas en même temps, simultanément. Et ça fait appel à, on va dire, à une grande connaissance de cette matrice. Donc, c'est presque surhumain. Et par exemple, dans le I, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a une notion de présence avec un croisement qui est à moitié exprimé et qui est en équerre? Bon, alors déjà, en termes de présence, il faut remarquer qu'il y a 3 types de traits dans la matrice. Il y a les traits périphériques, comme qu'il y a dans le A. Le A, il n'y a que les traits périphériques. D'accord. Il y a des traits qui passent par le centre, comme dans le G, là. Dans le G, il y a 2 traits qui passent par le centre. Dans le T, donc l'être de l'axe. D'accord. On a 2 diamètres qui se croisent. D'accord. Et puis il y a les traits intermédiaires, comme par exemple dans le cœur, on a ces 2 lettres-là, ou dans le M. Vous voyez, on a ces traits-là. Ces traits-là, c'est des traits médians entre le diamètre ou le côté. Ça, c'est un trait côté. Ça, c'est un trait médian. Et après, par exemple, un trait comme ça serait un trait diamètre. Donc ça donne une profondeur dans la matrice hexagonale. Le A, par exemple, c'est l'enveloppe. Et l'enveloppe, c'est le corps. Donc A, c'est le corps, c'est la détente du corps. C'est l'enveloppe. A. D'accord? Lié au corps, donc. Par contre, ce qui passe par le centre amène une idée de rayonnement. Donc, c'est la notion d'esprit, de lumière. De lumière. Donc, dans le soleil, par exemple, signe du lion, on voit qu'il y a un rayonnement très puissant, donc d'esprit, on va dire. Tout ça contenu dans le corps. Les 3 traits côtés. Donc, le lion, c'est un signe rayonnant, tranquille, posé. Par contre, un signe comme le cancer, par exemple, la lune, qui est juste à côté, elle a beaucoup de traits médians. D'accord? Donc, ça veut dire qu'elle est médiane, la lune. Elle est entre le corps, qui est ici. Donc, la lune, elle est liée aussi au corps, parce qu'il y a 2 traits de corps aussi là. Mais elle prépare un rayonnement. D'accord? Qui est dans le soleil. Donc, ces traits médians, je les ai attribués à l'âme. Alors l'âme, pourquoi? Parce que l'âme, c'est quelque chose qui se trouve entre le corps et l'esprit. Quelque chose qui est médian, qui va permettre à l'esprit de venir s'incarner dans le corps. L'esprit, ça a un côté, alors c'est des mots évidemment pas faciles à comprendre et à appréhender, hein, parce que autant le corps, on peut imaginer ce que c'est assez facilement, quoiqu'on peut bien se tromper à ce niveau-là quand même.
L'esprit, par contre, faire la différence entre l'esprit et l'âme, c'est souvent une question assez bizarre. Hein. Quelle est la différence entre l'esprit et l'âme? Alors, on va dire, pour simplifier, que l'esprit, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, qui est universel. D'accord? Par exemple, 2 plus 2 égale 4, ça n'appartient à personne. C'est universel. C'est du domaine de l'esprit. D'accord? La matrice hexagonale, ça ne m'appartient pas. C'est universel. C'est-à-dire que ces schémas-là, c'est pas moi qui les ai inventés, ils existent. J'ai fait juste que mettre une interprétation dessus. Mais les schémas en eux-mêmes, avec le développement de l'organon qui est là, et ça, là, les lettres, enfin bon, les demi-signes, ça c'est du domaine de l'esprit. C'est universel, ça peut être compris par tout le monde. Voilà. Par contre, le corps, donc mon corps, celui du voisin, n'appartient qu'à moi. Il est purement individuel. Donc à ce niveau-là, il est à l'opposé de l'esprit. Le corps, c'est mon corps, c'est pas celui du voisin. D'accord? Donc, entre ces deux-là, il y a le domaine de l'âme. Et l'âme, c'est pas ce qui m'appartient, c'est ce que je suis. Le corps m'appartient, mais par contre, je ne suis pas mon corps. On est bien d'accord. Je ne suis pas non plus l'esprit, puisque l'esprit est universel. Je suis mon âme. On peut dire ça comme ça. Ça veut dire quoi, je suis mon âme? Ça veut dire je suis ma responsabilité. L'âme, c'est la notion de responsabilité. C'est ce qui me fait vivre, en fait. C'est ce pourquoi je vis, en fait, contre l'âme. Et la responsabilité de l'âme, c'est de faire comprendre au corps, donc quelque chose qui m'a été donné, quelque chose qui est universel. Et la difficulté de l'âme est là. C'est que souvent, il y a des blocages. C'est-à-dire que le corps ne peut pas accepter certaines règles ou certaines choses, ou il ne comprend pas certaines choses. Donc c'est l'âme qui doit faire un travail d'apprentissage, de compréhension. La notion d'effort est liée à l'âme. Et l'effort n'appartient pas au voisin, elle n'appartient pas non plus de façon universelle. Un effort universel, ça n'existe pas. L'effort ne peut être qu'individuel. Donc l'effort, c'est ce que je suis. Je suis mon effort. Ma force d'attention, ma force de concentration, etc. Donc l'âme est liée à la problématique en fait individuelle. D'accord? C'est un peu... le corps a besoin d'un dictionnaire pour comprendre comment faire et comment fonctionner avec l'esprit. Et le dictionnaire... Donc voilà, donc l'âme c'est celle qui va permettre effectivement de faire comprendre quelque chose au corps. Et aussi quelque chose qui va permettre à l'esprit de s'intégrer dans le corps. C'est-à-dire que l'esprit a aussi besoin de prendre corps. On peut voir ça comme ça. Ça marche dans les deux sens en fait. L'âme c'est l'intermédiaire, dans un sens ou dans l'autre. On peut aussi faire l'analogie avec la matrice, qui est une façon de décrypter tout ce qui nous entoure. Et c'est l'âme. Les lois universelles sont là, et on les traduit avec la matrice pour comprendre ce qui nous entoure. Du coup, c'est effectivement, ça met... L'âme est liée à la souffrance. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas quelque chose, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose à comprendre. Parce que s'il n'y a rien à comprendre, on ne cherche pas à comprendre. On devine, l'âme devine qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc elle est en souffrance. À ce moment-là, elle est en colère. On peut dire en colère, oui, effectivement. Et la colère, effectivement, est très forte en âme, puisqu'il y a deux traits croisés. La colère est là. Deux traits croisés ici, deux traits médianes, avec un trait corps. Donc la colère, finalement, c'est l'âme du corps auquel il manque une connexion, vous voyez, parce que le corps est séparé des deux traits croisés. Donc la colère, c'est cherche une connexion, mais voilà, elle a déjà une certaine force, mais pas suffisante. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que voilà, la colère, c'est le mouvement de l'âme qui est fraîche et qui veut comprendre quelque chose. Et lorsque la chose est comprise, donc lorsque le corps qui ici intègre l'esprit, à ce moment-là, ça devient la joie. La joie, c'est les trois traits centraux de l'esprit.
Et les trois traits périphériques, c'est la terre, c'est le calme. Donc on a le feu ici, l'image du feu, qui est lié à la joie, à l'esprit donc, qui est contenu dans le corps, la terre. Voilà. Donc à chaque fois, on peut lire aussi le signe de cette manière-là. L'âme qui serait reliée qu'à l'esprit, ça donnerait quoi comme signe? L'âme qui est reliée qu'à l'esprit, c'est le Sagittaire. D'accord. C'est la passion idéaliste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de corps, en fin de compte. Le Sagittaire, il n'est plus dans la mise en pratique, il est dans les idéologies. Donc il y a un sentiment assez fort il y a 4 traits médianes, d'accord? Et au centre, il y a l'esprit. Donc il y a de la joie, il y a de la colère, il y a aussi de la tristesse. Disons qu'il y a surtout la sagesse, parce que on voit ici 2 traits comme ça, 2 traits âme, traversés d'équerre par le trait esprit. Et cette forme-là, elle se reproduit dans l'autre sens. Un trait esprit avec 2 traits âme. Donc la tristesse, c'est aussi la sagesse. Et là, on la voit ici, hein, on a 2 traits âme, donc 2 traits liés à à l'émotion, et un trait esprit. Donc c'est quoi la tristesse? La sagesse, c'est contrôler avec l'esprit les impulsions passionnelles, l'émotion, quoi. Du coup, ça ramène la tristesse, ça ramène au calme, mais un calme d'enfermement, un calme de maintenance, non pas un calme juste le corps qui est détendu. Il y a une tension interne à ce moment-là, puisqu'on veut quelque chose, on est dans le désir de l'âme, parce que l'âme, c'est celle qui désire. Quand l'âme porte le désir, je suis mon désir. Porte la question. C'est presque la même chose, le mot question et le mot désir, en fait. Désir de comprendre, il n'y a rien de plus fort. Donc, ce désir est maintenu par ce bouillonnement, on va dire, parce que l'âme est bouillonnante, c'est sa nature, elle est bouillonnante, est maintenue par la lumière de l'esprit, donc du coup, elle ne peut plus aller n'importe où. C'est la notion d'autorité. Il y a une notion d'autorité à ce moment-là. Donc de sagesse et de tristesse. La notion d'autorité est souvent liée à la tristesse. Quand on dit à un enfant arrête de faire ça, ou si tu fais ça, tu comprends, tu risques de provoquer un accident, on limite l'enfant. On le maintient dans quelque chose. Donc on lui apporte une forme de tristesse, si on veut. Sauf que dans cette tristesse, il va l'accepter s'il comprend qu'à l'intérieur, il y a de l'esprit. N'est-ce pas? Et de cet esprit, c'est un embryon de la joie, mais de la vraie joie, non pas de l'excitation. L'enfant qui est excité, il est soi-disant joyeux, mais en fait, il n'est pas si joyeux que ça. Il ne se contrôle pas, c'est pas pareil. Et il s'imagine être joyeux, mais par la tristesse, on le ramène à une forme d'enfermement. D'un seul coup, on lui donne la possibilité d'aller vers la véritable joie. Il va comprendre pourquoi on lui dit ça, et après il va l'intégrer dans son corps. C'est une joie aboutie. Voilà, la vraie joie, en fait, tout simplement. Donc ça, dans les signes, effectivement, on peut le lire. Par exemple, on peut lire que la peur, dans le poisson qui est vraiment le signe de la fuite, on a ici la peur, avec ces 3 traits là, vous voyez. Parallèle. Donc 2 traits corps, vous voyez, 2 petits traits corps là, avec un grand trait diamètre au milieu, des traits d'esprit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peur est liée, c'est le corps qui est instruit par l'esprit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'échappe. Mais, et du coup, il manque l'âme dedans. Il manque la possibilité colérique qu'on trouve dans les Gémeaux. Donc, dans les Poissons, en fait, on a le corps qui obéit à un esprit, mais par peur. Non pas par compréhension, contrairement au métal où il y a l'âme qui intervient. Cette fois-ci, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas l'âme qui intervient. Donc c'est... voilà, là on est dans quelque chose de beaucoup plus brutal en fait, en termes de... beaucoup plus froid. Le poisson c'est froid du coup. C'est un animal à sang froid,
qui manque d'âme, si on peut dire, mais par contre une forme d'évidence du corps et de l'esprit. Mais ça se traduit par un mouvement permanent parce que la connexion ne se fait pas comme dans le lion. Parce que dans le poisson, on a quelque chose de binaire. Donc on a une fuite permanente. Le corps cherche l'esprit, l'esprit cherche à s'intégrer dans le corps. Et ça crée un mouvement permanent, si on peut dire. Qui correspond à la peur, c'est-à-dire à la prise de conscience de son corps. Parce que c'est ça la peur, c'est quand on prend conscience de son corps. Quelqu'un qui n'a pas peur, ça ne signifie pas qu'il va mourir. Là, il oublie le fait qu'il va mourir. Et s'il oublie le fait qu'il va mourir, c'est qu'il n'a pas pris. Il a perdu la conscience de son corps. Hein, il a été soit par un alcool fort, soit par une drogue. Il ne prend plus conscience. Donc là, à ce moment-là, on va stimuler l'âme. Hein, on va lui donner une colère artificielle, une fausse joie, qui va lui faire oublier le fait qu'il va pouvoir mourir. Donc le poisson, c'est vraiment le signe de la profondeur. C'est la profondeur physique qui sait intuitivement que l'esprit existe. Et donc il a peur. Parce que l'esprit est plus haut, est plus grand que le corps. Mais par contre, il manque un lien entre les deux. Il manque le lien de l'âme. Voilà, on peut voir ça comme ça dans le poisson. Vous voyez ? Alors c'est vrai que ça répond à la notion de temporalité et d'espace, parce que je pense que là on est un petit peu au-delà de tout ça en même temps. Ouais. J'allais te poser la question justement, comment tu as fait le cheminement, qu'est-ce qui t'a fait penser dans la question avec la temporalité et les sonorités à ce corps, âme et esprit, à cette triade? Eh ben, ça m'a pris du temps. C'est à la fin de regarder. Non, qu'est-ce qui t'a fait lier la temporalité avec le corps, l'âme et l'esprit là? Bah, la temporalité, si tu veux, le corps, l'âme et l'esprit sont dans la temporalité tous les trois, si on veut. L'esprit est plutôt une notion éternelle, c'est-à-dire c'est une temporalité absolue. L'âme, c'est une temporalité du présent, d'accord ? Et le corps, c'est la temporalité du passé. Mon corps, c'est mon passé en fait. Il est le résultat de millénaires d'évolution, de millions d'années d'évolution. Il représente une intégrale du temps passé. D'accord ? L'âme, c'est maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? C'est ma responsabilité, encore une fois. Une intégrale du temps passé qui est mise en mouvement par des émotions qui sont tout le temps présentes et qui sont tout le temps en évolution. Enfin, et qui donc essaie de créer une connexion entre cette temporalité, la mémoire du corps, donc c'est lié au passé, et donc quelque chose qui est en dehors du temps, puisque c'est l'éternité qui est donc l'esprit. Quand on dit 2 plus 2 égale 4, c'est pas dans le temps. C'est valable hier, c'est valable aujourd'hui, ce sera valable jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de temporalité là-dessus. D'accord. Donc le futur, ce serait un peu comme si c'était une matrice c'est un autre espace-temps en 3 dimensions dans le futur. Le futur, évidemment, n'existe pas. Donc c'est pas facile de parler de quelque chose qui n'existe pas. Sinon c'est pas le futur. Par contre le but existe. Ouais. D'accord ? Et le but c'est quoi ? C'est l'éternité. C'est d'être en dehors du temps. S'affranchir du temps. On retrouve la même idée que tout à l'heure. Là on a une temporalité parce qu'on a un cycle et là on n'a plus de temporalité puisqu'on a un système spatial. On a l'arbre. Ouais. Donc, c'est l'arbre de l'éternité, c'est-à-dire on cherche. L'éternité, c'est en dehors du temps, c'est la définition d'éternité. Ça ne veut pas dire jusqu'à la fin des temps, l'éternité, c'est en dehors du temps. Quand on est heureux, on a la vraie joie, on n'est même plus dans le présent en fait. On est dans quelque chose on n'est plus dans la temporalité, quoi. Mais le présent n'existe pas non plus dans le sens où le présent, c'est déjà du passé. Ce qu'on est en train de faire, c'est déjà fini. Donc on est déjà dans le futur, mais le futur, ça nous donne un but. On va toujours vers notre but et Alors, le présent n'existe pas non plus. Là, on est dans une idée mentale qui consiste à diviser le temps en passé, présent et futur.
Mais en fait, dans la réalité, cette manière de voir elle est fausse, puisque le passé existe, c'est mon corps. Donc je peux le vivre tous les jours, puisque je suis dedans. Ouais. Ça, c'est mon passé. Si je me suis blessé hier ou si j'ai perdu un doigt en coupant avec une scie circulaire, le lendemain, je n'ai pas de doigt non plus. D'accord? C'est une mémoire. Ouais. Je ne peux pas y lutter contre ça. C'est un acquis. D'accord? Et c'est pour ça que le signe de Saturne, qui est quand même le dieu du temps aussi, n'est fait que de traits corps. C'est le passé. C'est l'intégrale du passé. D'accord? Du temps, en fait, qui existe depuis le début de l'univers. Parce que dans chaque cellule et dans chaque atome que j'ai, il y a l'histoire complète de tout l'univers qui est écrite, évidemment. Donc, c'est bien plus qu'un corps. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais le corps, je ne sais pas trop ce que c'est, en fait. Ça dépasse peut-être aussi l'image qu'on en a. D'accord? Le corps, c'est pas n'importe quoi. C'est pas quelque chose de matériel, physique. Pas que. Ah, c'est pas dans ce sens-là, finalement. Hein. Par contre, le présent, c'est ma responsabilité. En fait, le présent, c'est l'âme. Mais c'est pas vrai, en fait. Le présent, c'est pas l'âme. Le présent n'existe pas. Mais l'âme existe. Tu viens de le dire tout à l'heure, le présent n'existe pas. Parce que c'est tellement petit comme espace, moment entre. C'est comme s'il n'existait pas. Et c'est vrai, il n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'âme. Donc quand je dis je suis présent, en fait, c'est-à-dire je suis, tout simplement. Je vis l'émotion qui m'habite. C'est même pas dans le temps. Même le mot présent est déjà en trop. Ouais. C'est l'âme, point, je suis, c'est moi, c'est ce que je suis. C'est ma responsabilité du moment, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma souffrance? Je vis l'émotion qui m'habite. Voilà, c'est je vis, tout simplement. C'est je vis. Donc ce que je vis, c'est je suis. C'est ce que je suis. C'est pas un concept, la vie. C'est pas un corps, la vie. D'accord? Même si le corps en est l'enveloppe, en est le support. Hein? C'est pas parce que le jour où je serai mort, donc le jour où on m'aura coupé en morceaux et que le corps n'existera plus, que la vie n'existe plus, que la vie c'est le corps. Ça veut dire que la vie n'a plus le support du corps. Mais la vie, elle sera toujours la vie. Donc là, on est sur des notions un peu... ça met à mal notre notion du temps et de l'espace, quoi, pour le coup. Et puis la dernière, l'esprit, donc... l'esprit, lui, il est... j'ai parlé d'éternité tout à l'heure, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il représente le but. Donc si on veut, on peut dire que c'est le futur. Mais ce sera toujours le futur. Donc il ne sera jamais atteint. Et pour vrai, c'est clair que l'esprit ne sera jamais atteint, puisque l'esprit est universel, il ne m'appartient pas. Il appartient à tout le monde, donc il ne peut pas être atteint. Par contre, c'est lui qui me fait avancer. C'est un peu comme la carotte devant l'âne. Il avance, il croit qu'il va attraper l'âne, il n'y arrive jamais, mais par contre, en moment, il avance. L'esprit, c'est un peu la même chose. C'est un peu la carotte qui est devant soi. Alors, si à un moment donné, on se rend compte de la supercherie, on va dire, ouais, ça va, je ne suis pas un âne. J'ai compris que la carotte, je ne l'atteindrai jamais. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Parce que si j'arrête de marcher, je meurs. Je ne suis plus dans le présent, justement. Je ne deviens plus que corps, donc je meurs. Parce que le corps tout seul, il meurt, en fait. Je ne suis plus que passé. Le passé, c'est la mort. Donc pour que le passé, donc le corps se mette en mouvement, il faut qu'il soit en quête de quelque chose. Et donc c'est la carotte. Donc la carotte, elle est plus importante par sa présence que par ce qu'elle est, au final. Ça pourrait être une carotte en plastique, on s'en fout, puisque de toute manière, l'âne ne mangera jamais la carotte. Donc elle est plus importante pour ce qu'elle représente que pour ce qu'elle est. Donc l'esprit, il est important pour ce qu'il représente, et non pas pour ce qu'il est. D'ailleurs, est-ce qu'il est vraiment quelque chose? C'est un peu comme en physique quantique ou dans d'autres domaines, ou dans un système tout simplement, où si on change rien qu'un élément du système, l'ensemble du système va se modifier pour permettre un autre équilibre, va retrouver un équilibre,
ou en physique quantique des choses qui vont être observées ou qui vont être modifiées juste par modification justement d'un équilibre. C'est un peu ça, non? Après, oui, ce qu'on dit en quantique, c'est que l'observateur lui-même modifie ce qu'il observe. C'est Voilà. tout ce que tu veux dire. Oui. Du coup, on peut vraiment observer, on peut ne jamais vraiment observer quelque chose. On peut toujours l'observer, mais en prenant en considération Que ce qu'on qu'on voit, l'observe c'est pas ce donc que qu'il est c'est. modifié. Voilà. Donc il faut tenir compte de soi en même temps. Et comment on observe. Donc ça devient... Mais c'est un peu le problème de l'observation de soi, si on veut. C'est qu'à partir du moment où on s'observe soi-même, on s'observe soi-même avec soi-même. Donc automatiquement, on se modifie à ce même... Simplement, le fait de s'observer, on se modifie soi-même. Donc on ne sait plus ce qu'on voit au final. Si on se voit en train de voir, ou est-ce qu'on voit vraiment ce qu'on voulait voir, ou est-ce que c'est un peu entre les deux? C'est... je pense que là, on est dans la problématique entre l'esprit et l'âme, justement. Et avec la lettre G, puisque la lettre G, G, on a un trait âme ici, deux traits esprit. Vous voyez? Donc, G, c'est le grand. C'est-à-dire, je suis toujours dépassé par moi-même. À partir du moment où je m'observe, aussi. ça me fait grandir, en même temps, je ne peux jamais atteindre. C'est le grand espace, c'est l'univers, quoi, G. D'accord? C'est G. Dans la bouche, c'est ouvert. G, c'est la formance la plus grandiose qu'on puisse faire. Voilà. Contrairement à T, qui est beaucoup plus compréhensible, puisque le T, on a une base corps qui obéit à un esprit, à une directive, donc on a une image d'un axe, une verticalité. Quand on veut maintenir son attention, il faut se remettre debout et se dresser sur une verticalité. Donc voilà. Par contre, il y a peu de sentiments dans la lettre T. C'est un peu, c'est l'autorité. C'est tac, faire ça, point à la ligne. C'est une terminaison. Donc là, effectivement, après, avec les traits, on peut interpréter les lettres en fonction de leur proportionnalité entre corps, âme ou esprit. Certaines n'ont pas de corps, d'autres n'ont pas d'esprit. D'accord. Voilà. Ça reste un autre... il y a plein de... Donc du coup, c'est pour ça que la matrice hexagonale se lit de plein de manières différentes. Enfin, on peut prendre un angle de vue, un autre angle, et ainsi de suite. Par exemple, entre la lettre A et la lettre O, la lettre A, on voit que le trait central, c'est un corps. Hein, alors que O, le trait central, c'est un diamètre, donc c'est l'esprit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le A, il est détendu, mais c'est tout, il n'y a pas de... C'est juste le corps, l'enveloppe. Alors que le O, c'est le corps qui essaie d'envelopper l'esprit, c'est-à-dire que là, il a touché quelque chose. Donc il y a la notion d'admiration. Le corps admire l'esprit. D'accord? Du coup, il va se former plus d'affirmation, il va vouloir maintenir avec plus d'affirmation que le A. Parce qu'il y a un enjeu dans le O. Alors que dans le A, il n'y a pas d'enjeu. Et si on met un peu d'émotion, d'âme dans ces deux lettres, on a le K et le N. Voilà. Donc du coup, le A, qui est donc l'acceptation simple, A. Quand il y a donc du coup, avec le K, on a la notion d'action, puisque j'ai dit tout à l'heure que les médianes sont liés à l'âme et c'est lié à ce que je fais. C'est l'action... c'est le verbe. C'est, on va dire, le présent. Donc, on te parlait de présent tout à l'heure, donc l'action est toujours au présent, elle n'existe pas au passé, l'action. Elle existe encore moins dans le futur. Donc, elle n'existe que dans le présent, et la présence, c'est la colère, forcément, parce que la force d'action, c'est la colère. On ne peut pas être en colère au passé, on ne peut pas être en colère au futur. Par contre, on peut être triste par rapport au passé. Ou on peut avoir peur du futur. Par contre, on n'a pas peur du passé. En général, s'il est du passé. On ne peut pas être triste du futur non plus, c'est pas facile.
Un peu, mais il faut vraiment être tordu pour y arriver. D'accord? Par contre, la colère, elle est au présent. Voilà, la colère, elle est là. Si je mets un petit trait en bas, donc ce trait, le petit trait qui est en haut au corps, je le mets en bas, donc il n'y en a plus en haut, ça fait le signe du bois, donc la colère. Donc la colère, avec le K, on voit bien K, colère, notion d'action brutale, donc qui vient s'opposer au A, qui est simplement la réceptivité du corps. Donc on va dire K, c'est l'énervement dans un corps. C'est la mise en mouvement du corps. Et on a dans le signe du Verseau, donc on est dans le signe du Verseau. C'est la mise en mouvement du corps. C'est le début du cycle. Début du cycle. L'impulsion de départ, K dans le A. K, un cas particulier. Ou AC, pour accéder à quelque chose, pour aller vers quelque chose. AC, accrocher, etc. Donc on va se relier à quelque chose, on va vers quelque chose, du coup. On est en mouvement. Voilà, donc le haut, par contre, le haut, lui, c'est le corps qui est content, qui est admirant, qui admire l'esprit. Mais le corps, il est un peu bête en même temps, il n'a pas forcément d'enjeu de l'instant. Lui, il est sur le passé, c'est un acquis. Il est récepteur. C'est un récepteur, alors que là, on a les deux traits âmes, donc on est plus dans le présent, mais là, on dit, ah ok, c'est formidable, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont dans l'esprit, il y a une discussion. L'âme aime bien discuter des choses, elle n'est jamais d'accord, en fait, par principe, l'âme. D'accord? Donc c'est cette notion de... Il y a un peu la colère aussi, mais dans l'autre sens. C'est plus... Là, c'est vraiment la colère, parce qu'on trouve le petit trait corps. Là, il y a une notion de colère, mais elle correspond... Parce que haine, c'est la négation, donc il y a aussi une notion de colère. Mais par contre, elle est très forte, parce qu'elle est menée par l'esprit. Et non plus par le corps. Donc l'universalité. Voilà, c'est une colère plus universelle. C'est pas facile de dire non, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un. C'est plus facile de dire oui, 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 que de dire non. Il faut avoir des bonnes raisons pour le faire. Ça demande plus d'émotion. Émotionnellement, c'est pas facile. Donc on voit dans la lettre N, par exemple. Voilà. Donc, on peut toutes les faire si on veut, mais ça peut prendre du temps. Mais à chaque fois, on peut retrouver, on peut comprendre du coup, donc la lettre L qu'on retrouve dans le Scorpion, n'est-ce pas, qui est quand même le signe. C'est la rébellion, c'est le signe qui ne suit pas les chemins tout tracés, ainsi que dans la balance, qui est le signe de l'hésitation, donc de mesurer les choses. Donc on retrouve la lettre N avec l'esprit, le trait esprit, vous voyez, qui est horizontal ici, qui est tout seul dans la balance, qui est triple dans le Scorpion, et qui est donc entièrement... contrebalancé par des traits âmes. Là. Il y a 4 traits âmes, donc, qui apportent la sensibilité du présent. Cette formule-là qu'on retrouve ici, les 4 traits âmes, ils sont là dans la Lune. Donc là, dans la balance, on l'a aussi. Mais cette fois-ci associée à l'esprit. Donc la notion de justice, cette fois-ci. Comprendre avec l'esprit l'âme, c'est la justice. Avec une base corps qui reste là en témoin, on va dire. Ouais. Le M qui est ici, donc qui est très fort en âme, la sensibilité de la balance, d'un seul coup devient absolu avec le Scorpion, souvent en T. T est la lettre opposée au M, parce que M c'est la matrice, c'est quelque chose qui, voilà, c'est à la fois la sensibilité de la mère, d'accord, et T c'est plutôt le père, c'est l'axe, c'est la loi, il n'y a plus de sensibilité. La loi c'est quelque chose d'absolu. C'est l'esprit qui dit qu'il faut faire comme ça. Mais la balance, elle va voir comment elle peut être appliquée. M, qui considère aussi la personne, son âme. Voilà, donc là on voit la nuance entre la balance et le Scorpion, qui lui est absolu. Le Scorpion, c'est celui qui va jusqu'au fond des choses. Donc c'est vraiment, lui, il a une ligne directrice et il y va sans dévier, vous voyez. Il va plus vers sa ligne directrice que ce qu'il vit en ce moment. Et bien très bien pour cette temporalité, ces sonorités, et cette triade corps, âme et esprit.